Bien, bonjour à tous. Je suis Vivien Poquet de la Fredon Île-de-France. Je vais vous présenter déjà en quelques mots la Fredon Île-de-France, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on fait partie d'un réseau national, c'est-à-dire que la Fredon est organisée en régions sur le territoire. Nos missions premières en réalité, c'est d'assurer la surveillance sanitaire sur le végétal en Île-de-France et du coup par extension en France. C'est-à-dire que par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la bactérie qui tue les oliviers en Corse ou plus loin en Italie et qui potentiellement arrive en Île-de-France. Voilà, c'est un petit peu un exemple, mais c'est le cœur de notre métier, de suivre un petit peu tous ces organismes nuisibles, bactéries, insectes, qui peuvent arriver des fois d'autres pays qui n'ont pas de ravageurs naturels, enfin de prédateurs plutôt naturels, en France, en Île-de-France, et qui du coup pourraient proliférer au détriment des cultures et plantes franciliennes. Alors pour ma part, je travaille au sein du pôle environnement de la Fredon, dont je suis responsable. Et j'accompagne les collectivités d'Île-de-France donc dans leur transition vers le zéro phyto à travers les actions qui vous ont été présentées ce matin. C'est vrai que c'est une méthodologie qui fonctionne tout simplement. Voilà. Je travaille également dans le cadre du plan éco-phyto sur des projets de communication. Dont notamment, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière, les rendez-vous éco-phyto. Il y en avait un par exemple qui avait été organisé avec l'Observatoire de la biodiversité dans le 93 en association également avec Seine-et-Marne Environnement sur le thème des prairies fleuries. Donc cette année, il y aura également des rendez-vous éco-phyto qui seront développés, dont notamment une matinée qui certainement débordera un petit peu sur les méthodes alternatives. Voilà, donc ce sera potentiellement, si ça vous intéresse, je pense un bon complément à cette présentation, dans le sens où vous pourrez directement être en contact avec des fournisseurs ou des prescripteurs de solutions alternatives aux pesticides. Alors effectivement, la demande de la communauté d'agglomération portait sur une intervention technique sur les méthodes alternatives. Or, des méthodes alternatives, il en existe beaucoup. Et en réalité, une méthode alternative ne solutionnera jamais tous vos problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pour ma part, je distingue les solutions dites préventives des solutions curatives. Les solutions préventives, évidemment, c'est toutes celles qui vont empêcher l'apparition des adventices ou des insectes ou maladies qui pourraient se développer sur vos plantes et potentiellement, du coup, induire l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc parmi ces méthodes, un vrai pilier en fait de la démarche, déjà toutes les actions de communication, les méthodes de prophylaxie, les techniques culturales, les aménagements. Et du côté des solutions curatives, pour le coup, on va avoir des solutions plutôt de réaménagement. Au niveau du désherbage, on va avoir des méthodes thermiques ou mécaniques, une fois de plus différentes techniques culturales, de la lutte biologique, de l'éco-pâturage. Alors, au niveau de ces deux méthodes, je ne vais pas pouvoir mieux m'exprimer dessus. Simplement, j'ai transmis des vidéos qui vous seront certainement projetées dans le cadre de ce rendez-vous. Et puis également les produits de biocontrôle qui sont en pleine émergence. Je pense qu'il y a énormément de recherches actuellement par rapport à ces produits qui vont venir remplacer les produits phytosanitaires conventionnels. Alors, un schéma un petit peu synthétique par rapport aux solutions alternatives, c'est-à-dire qu'on a une cible qui peut être une adventice. On évite de parler de mauvaises herbes, c'est trop connoté. Ça peut être un pathogène, champignon, bactérie, un insecte. Et l'idée, c'est bien d'avoir plusieurs solutions, on va dire notre trousse à outils, pour arriver à gérer ce problème. Avec donc de la lutte physique, des mesures prophylactiques, des mesures culturales, de la lutte biologique, des biopesticides et évidemment la lutte chimique, qu'on envisagera évidemment en dernier recours. Il faut voir que cette lutte chimique, alors on a parlé évidemment de progressivité dans la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires, d'une démarche d'accompagnement qui généralement fonctionne au bout de 2 à 3 ans. C'est vrai que la réglementation a évolué et que maintenant, en tant que collectivité, l'utilisation de produits phytosanitaires à partir du 1er janvier 2017 va devenir plus contraignante. Ça restera un outil disponible, simplement, oui, il est temps de s'intéresser aux solutions alternatives. Alors, quelques mots sur les méthodes, on va dire, préventives. Donc,
au niveau des principes de prophylaxie et des techniques culturales, c'est déjà nettoyer par exemple les outils de taille pour éviter de véhiculer différents pathogènes, s'assurer de la qualité de l'origine de la terre végétale utilisée, évacuer les déchets végétaux contaminés, aérer le végétal par des tailles d'aération, effectuer des tailles sanitaires, gérer l'arrosage, pailler des massifs, utiliser des plants de couvre-sol, et éviter les excès d'azote, fractionner les apports, donc bien gérer la fertilisation. Bon, au niveau des pelouses, ça va être essayer d'augmenter au maximum la compétitivité du gazon. Tout ça, c'est un savoir que, au sein des services techniques, les agents doivent avoir, donc acquérir ou remobiliser. À mon sens, c'est un savoir qui s'est peut-être un petit peu perdu du fait de l'utilisation de produits phytosanitaires qui souvent en fait gèrent mine de rien beaucoup de problèmes assez facilement. Donc bon, voilà, ça c'est autant de méthodes, d'outils préventifs que vous pouvez voir en formation. Évidemment, après, il y a la question des aménagements. Bien souvent, on se rend compte que ça va être des caniveaux ou des voiries dégradées, ça peut être des fois des aménagements pas toujours bien conçus ou tout simplement qui ont vieilli. Donc il y a un réel travail quand même avant de penser des fois des solutions d'entretien curatives, à savoir est-ce qu'on ne doit pas aménager ou réaménager un site en intégrant au maximum les contraintes d'entretien qu'il générera. Donc ça, c'est simplement quelques exemples de haies, par exemple, plurispécifiques, de massifs paillés, de plants de couvre-sol, donc le fameux géranium macrorhizome dont vous parlez, monsieur Catrinet, là, que vous pouvez voir sur un talus à droite. Voilà, c'est simplement quelques photos d'espaces verts qui, a priori, demandent peut-être moins d'entretien, ou en tout cas présentent moins de chances d'avoir recours aux pesticides. Alors au niveau des solutions alternatives, pour le coup curatives, on va avoir plusieurs types d'outils qui peuvent être thermiques, dans le sens où on va avoir recours à une application de chaleur pour gérer les adventices, mécaniques ou manuelles. Alors là, déjà un premier outil que vous pouvez voir, c'est une débroussailleuse à lame réciproque. La différence avec une débroussailleuse conventionnelle, elle est très grande dans le sens où c'est deux outils complètement différents. Cette débroussailleuse, elle ne va pas générer de projection. Elle va permettre, à peu de choses près, un travail similaire à une binette, simplement en limitant la pénibilité au travail. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important. Le retour, en tout cas, le travail vers le zéro phyto peut générer, dans certains cas, de la pénibilité pour les agents, et dans certaines collectivités, ce qu'on constate, c'est des fois des hausses d'arrêt de travail dues à la pénibilité du travail. Donc bien choisir les outils, c'est quand même très important. C'est important aussi que ce soit une démarche concertée, mine de rien, avec les agents. Avoir le matériel pour gérer de façon alternative, c'est une chose. Que ce matériel soit utilisé correctement et soit accepté aussi par les agents, c'est complètement autre chose. Donc ma présentation, je l'ai axée plutôt sur les outils thermiques. Donc une photo là pour vous expliquer que le désherbage thermique, il y a eu beaucoup de déconvenus dans le sens où il n'était pas bien utilisé. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est une feuille qui a été brûlée, en fait, sur laquelle on a appliqué une forte chaleur et créé un choc thermique au sein des cellules de la plante qui vont éclater et dont les composants en fait vont s'agglomérer et provoquer la mort de la plante à une vitesse à peu près similaire à celle d'un herbicide. Alors ce qui va changer évidemment, ça va être la fréquence de passage, dans le sens où toutes les techniques alternatives dont je vous ai parlé n'ont pas de rémanence. Hormis peut-être le paillage, on peut assimiler ça à une rémanence dans le sens où ça va prévenir la levée de graines adventices. Un produit phyto, il peut rester en place 6 mois. Certains produits phyto ont une application maximale à l'année d'une fois par an. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les méthodes alternatives. Au niveau du désherbage thermique, ce qui est important, c'est de garder à l'esprit que ça va fonctionner plutôt sur des adventices assez jeunes. Donc, ça nécessite de passer quand même assez fréquemment. Ça ne marche pas non plus sur toutes les plantes. Des plantes qui seraient par exemple drageonnantes ou en rosette vont pas être, on va dire, correctement enlevées.
Des plantes rageonnantes, évidemment, on va avoir les organes souterrains qui ne pourront pas être exposés à la chaleur. Des plantes en rosette, on va brûler que les feuilles périphériques au méristème, si bien que le méristème, des fois, il peut arriver à résister à la température très chaude. Mais la nature, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été créée comme ça, enfin, ce type de plante, pour résister notamment, par exemple, à l'hiver ou à des périodes de froid. Alors parmi les solutions techniques, on trouve déjà, thermiques, du matériel portatif qui fonctionne très souvent au gaz. Un des inconvénients de ce matériel, évidemment, c'est le risque d'incendie. Alors, il y a eu quand même pas mal pas d'anecdotes, mais d'accidents plutôt, hein, de haies de tuya, de conifères ou de voitures qui partent en feu, étant donné que les voitures avaient quelques fuites et donc il y avait des hydrocarbures au sol. Donc ça nécessite une très grande vigilance de la part des agents et une fois de plus une formation par rapport au risque et à la vigilance à avoir au moment du travail. Donc je vous ai indiqué là les différents coûts de certains outils, avec des caractéristiques d'utilisation telles que la vitesse d'avancement, que vous pourrez retrouver de toute façon dans la présentation. Au niveau du désherbage thermique à gaz, vous voyez, on est quand même dans la tranche basse des prix des outils, qui varie pour un appareil porté par exemple à une lance entre 300 et 500 euros et après des fois des appareils tractés à plusieurs lances entre 4500 et 8000 euros. Alors à mon sens, c'est peut-être pas forcément les meilleurs outils. La question c'est toujours bien de savoir quels aménagements on va avoir à entretenir, à gérer, et choisir le bon matériel. Disons qu'un appareil porté à une lance, il va permettre par exemple d'entretenir des espaces contigus, des allées de cimetière, ou des anciens aménagements, ou des fois des lotissements dans lesquels au final rien n'est de niveau et c'est très compliqué d'entretenir autrement. Pour le coup, sur des appareils où on va avoir des rampes de brûleurs, peut-être qu'un outil en désherbage thermique à vapeur ou un combiné, par exemple, de désherbage mécanique sera mieux adapté. Et dans ce sens-là, c'est vraiment très important, une fois de plus, de faire aussi un plan de désherbage, de réaliser un audit pour savoir réellement ce qu'on possède comme espace public, connaître leurs caractéristiques, connaître aussi leurs usages, parce qu'on ne va pas désherber toute la ville si au final l'herbe peut être acceptée. Et ça, il faut aussi que ça reste un des principaux objectifs. Alors après, il y a donc toujours dans les solutions thermiques, on va distinguer celles qui fonctionnent donc à gaz principalement, et celles qui vont fonctionner, à flamme, et celles qui vont fonctionner à la vapeur ou à l'eau chaude. L'intérêt de certaines machines qui fonctionnent à vapeur ou eau chaude, c'est qu'elles peuvent être convertibles. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit que les solutions alternatives, certes, vont devoir être utilisées plus fréquemment. D'un autre côté, elles peuvent des fois offrir d'autres usages. Concrètement, il y a des machines qui vont permettre de désherber, mais qui vont aussi permettre d'arroser ou de nettoyer à la haute pression. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut considérer au moment où on recherche un outil d'entretien. Alors le coût d'achat est quand même plus élevé sur des machines à eau chaude ou à vapeur, dans le sens où forcément la technologie est un petit peu plus conséquente. L'eau va être par exemple régulée pour réaliser des économies d'intrants, de carburant. Au niveau d'ailleurs de ces carburants, il y a des machines qui fonctionnent à énergie mixte, à électricité et également après avec des énergies fossiles, qui peuvent être des fois adaptées au choix. Ça peut être du gaz renouvelable, du gaz naturel, du GPL, du diesel, un petit peu tous les consommables. Voilà, pour vous donner une fourchette, on va dire, de prix sur des machines qui désherbent thermiquement avec de l'eau chaude, ça varie entre 13 et 28 000 euros. Une fois de plus, gardez à l'esprit la polyvalence de ces outils. Au niveau du coût global moyen, c'est quand même je reviens un petit peu, le désherbage thermique à gaz, ça reste la solution la moins chère. Mais on ne peut pas pour autant se baser uniquement sur cet indicateur économique pour comparer les méthodes alternatives entre elles. Sur le désherbage thermique à eau chaude, on a un coût global moyen de 0,68 € du mètre carré. Alors après, on a une technologie un petit peu différente qui est unique et brevetée, qui fonctionne avec de la mousse chaude.
En réalité, rien de j'allais dire chimique, mais tout est un petit peu chimique en fin de compte. Bon, là, ça fonctionne avec de l'amidon de maïs et de noix de coco. Donc, c'est quelque chose qu'on rajoute dans la cuve de la machine et qui permet d'appliquer une mousse. D'après certaines études, comme par exemple l'étude Compamed sur les zones non agricoles, il ressort que c'est cette machine qui aurait les meilleurs rendements au niveau du désherbage. Probablement parce que la mousse arrive à rester plus longtemps en surface et que la chaleur est mieux répartie de façon uniforme et reste plus longtemps du coup en surface. Bien que la machine soit plus chère à l'achat, en fin de compte, après, le coût global moyen au mètre carré reste inférieur à des machines à eau chaude. Alors, je vous donne des chiffres aujourd'hui. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, un peu à l'instar des solutions de biocontrôle, ces méthodes alternatives progressent très vite. C'est-à-dire que toutes les collectivités qui ont eu parfois des déconvenues avec ces outils, forcément restent en contact avec leurs fournisseurs et travaillent ensemble à l'amélioration de ces outils, que ce soit au niveau du rendement énergétique ou après au niveau tout simplement de la fiabilité du matériel. Quand vous choisissez le matériel, évidemment, il y a des fois certains petits détails qu'il ne faut pas négliger. Je passais sur cette photo, mais en fin de compte, il y a quand même quelque chose d'intéressant à regarder. C'est que sur la remorque sur laquelle est attaché le désherbeur à vapeur, vous avez une potence qui peut permettre à l'agent de contourner le stationnement de véhicules qui respectent assez rarement, en fin de compte, les indications de la mairie pour dire ce jour-ci on va élaguer ou, en l'occurrence, désherber. Donc ça, c'est un petit détail, mais qu'il faut aussi savoir prendre en compte. Au niveau du matériel, donc je vous dis thermique, on a également des outils qui fonctionnent avec de la vapeur. Alors l'intérêt, c'est que la consommation en eau est nettement réduite et que la consommation d'intrants l'est également, donc de carburant. Au niveau de l'eau, c'est important aussi de noter qu'il y a des filtres maintenant qui sont installés sur les machines et qui permettent d'utiliser de l'eau de pluie. Donc on désherbe, on essaye d'aller vers des solutions, on va dire, un petit peu écologiques. On a réduit déjà avec ces machines la question de la rémanence des produits phyto et de leur dégradation dans l'environnement, de la pollution de l'eau. Forcément, on en arrive à se poser maintenant des questions d'impact sur la génération de gaz à effet de serre. Au niveau en tout cas de la consommation en eau, le fait d'utiliser de l'eau de pluie, c'est une fois de plus une petite avancée. Alors cette machine-là, elle est... alors après, voilà, on revient sur la question du dimensionnement. On a des machines qui peuvent être installées sur des camions derrière, sur des plateaux, ou des fois des plus petits combinés qui peuvent être déplacés avec une assistance électrique et permettre par exemple de passer dans des allées de cimetière. Cette machine, en l'occurrence, elle est complètement adaptée au désherbage de cimetière. Elles peuvent être équipées de plusieurs lances, c'est-à-dire que 2 agents peuvent travailler à partir également de la même machine. Voilà, je ne détaille pas non plus toutes les informations techniques que vous retrouverez une fois de plus dans la présentation. Au niveau du désherbage thermique à vapeur, on voit qu'on est un petit peu au-dessus du désherbage avec la machine qui utilise de la mousse, mais qu'on est quasiment, c'était 0,68 € en coût global moyen par mètre carré. Sur les machines à eau chaude, sur les machines à vapeur, on est bien à 0,36 € du mètre carré. Au niveau de l'investissement, on reste quand même dans des tranches de prix assez similaires, peut-être un petit peu moins cher sur les machines à vapeur. Mais pour le coup, elles n'ont pas non plus les fonctions toujours d'arrosage ou de nettoyage. Alors, je ne me rappelais pas avoir mis, c'est vrai que j'avais préparé la présentation il y a quelques temps. Quelques mots du coup sur le désherbage mécanique. On va trouver différents outils dont une bonne partie du panel des outils mécaniques va s'axer sur du balayage. Rien de sorcier, on enlève de la matière organique, de la saleté des caniveaux. Alors la matière organique, évidemment, elle va permettre tout simplement aux graines de germer et de s'ancrer, des fois dans des anfractuosités, d'aménagement potentiellement dégradés. Alors ce qu'il faut bien veiller quand vous choisissez ou vous vous orientez vers ce matériel, évidemment, c'est l'état des surfaces. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur des brosses plutôt nylon, en tout cas des brosses souples. C'est vraiment des brosses qui peuvent intégrer des brins en acier et peuvent concourir à la dégradation de l'aménagement.
Donc une fois de plus, ça c'est un paramètre qui est très important de relever au moment où vous faites par exemple votre plan de gestion ou votre audit, c'est la nature et l'état des revêtements. Voilà, le désherbage mécanique, on va le préconiser principalement déjà sur des zones qui le nécessitent, mais ensuite sur des surfaces qui sont enrobées et en bon état, en tout cas des surfaces dures. Il y a un gros contraste dans les différentes machines. Certaines peuvent être, une fois de plus, avec des directions assistées, peuvent être assez lourdes, peuvent être montées en fait sur des cellules type un petit peu motoculteur et permettre en fait l'utilisation de différents outils. Là encore, c'est bien à vous de savoir de quels moyens vous disposez déjà et en termes d'outils d'entretien. Est-ce que c'est utile d'acheter une cellule pour monter d'autres outils que vous n'auriez pas? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est pas plus intéressant de s'orienter vers une balayeuse, on va dire, qui ne ferait que du balayage? Et auquel cas, il y a des machines des fois plus légères qui existent, et dans certaines collectivités, c'est ce type de balayeuse qui sont préférées tout simplement par les agents et du coup sont utilisées. Sur les méthodes du coup mécaniques, je vous disais, il y a une deuxième partie de ces outils qui vont en fait être utilisés non plus sur des surfaces dures, mais plutôt sur des surfaces stabilisées, gravillonnées. Alors là, on va trouver deux types d'outils. Ceux qui vont nécessiter une prise de force, tout simplement, parce qu'elles vont avoir des parties mobiles, et des outils qui peuvent être tractés ou poussés. Ces outils, globalement, ont le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils déstructurent les premiers horizons, ces réglages, enfin, une fois de plus, il y a une formation, quand même, un savoir à transmettre au niveau des agents qui vont s'en servir, dans le sens où on peut régler la profondeur de travail de quelques millimètres à des fois plusieurs centimètres, et donc c'est important de bien régler cette profondeur de travail pour ne pas déstructurer, par exemple, un terrain de sport ou une allée. Le principe est assez simple, voilà, hein, c'est qu'on déstructure les premiers horizons du stabilisé pour en extraire les adventices et ensuite généralement on a des rouleaux de finition ou des outils qui permettent de recompacter l'allée et lui redonner un aspect pas neuf, mais qui se rapproche quand même du neuf. Vous avez un exemple du coup en bas à droite d'une piste d'hippodrome qui a été désherbée avec ce qu'on appelle un combiné multifonction, donc qui présente les différents outils successifs avec des grilles de désherbage, des balais de finition, des fois des rabots et des rouleaux également de finition. Alors, un des intérêts, quand même, je reviens sur ça, des solutions alternatives, vous avez vu, donc on a parlé rapidement de l'arrêté de 2006 par rapport aux conditions d'utilisation des produits phytosanitaires. Ces outils, on peut les utiliser quand il y a du vent, on peut les utiliser s'il y a de la pluie qui est annoncée dans les prochains jours, ça ne pose pas de problème. Sur le désherbage mécanique, il faut quand même préférer un désherbage par journée, on va dire, ensoleillée ou par temps sec, pour éviter que si des adventices qui auraient été enlevés restent en place et soient replaqués au sol, tout simplement pour éviter leur reprise sur le stabilisé. Alors toutes ces solutions alternatives, en fin de compte, elles vont s'intégrer après à terme dans votre plan de gestion, votre méthodologie de gestion qui sera bien différenciée. Vous n'allez pas évidemment entretenir la place de la mairie de la même façon qu'un espace naturel sensible. Et à partir de là, on comprend bien que les coûts d'utilisation vont être clairement impactés. D'autant plus si vous utilisez par exemple des outils de désherbage thermique. Donc, mine de rien, cet impact économique des solutions alternatives se résonne en amont, pour une bonne part, en amont de son achat. Là, vous voyez après les fréquences d'intervention. Alors, c'est indicatif, hein, des différentes méthodes alternatives en fonction de classes de gestion. C'est-à-dire que sur un entretien intensif, pour un même résultat, enfin non pas pour un même résultat, mais pour l'atteinte des objectifs, pardon, à savoir donc éradiquer les herbes indésirables, on va devoir passer 5 fois par exemple avec des couteaux, 6 fois avec des brosses rotatives, 5 à 8 fois avec un désherbeur thermique à flamme, 4 à 6 fois avec un désherbeur thermique à vapeur, et on se rend compte que moins l'entretien est intensif, forcément, plus la fréquence d'entretien diminue. Donc c'est très important aussi de bien définir au départ les objectifs de gestion
pour adapter aux moyens que vous avez, mine de rien, ne serait-ce que humains, les fréquences de passage. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.